Chapitre 1. Les fissures des fondations. Derek Stone s'était toujours vanté de pouvoir décrypter les gens. 12 années passées dans les opérations spéciales de l'armée lui avaient appris à repérer la tromperie à des kilomètres à la ronde et à déceler les indices subtils révélant quand quelqu'un mentait, planifiait ou était sur le point de trahir. Pourtant, il avait manqué les signes chez lui pendant des mois. Ce consultant en sécurité de 38 ans était assis dans sa Tao noire devant la résidence Whitmore, observant par les fenêtres ornées sa femme Victoria rire avec son professeur de tennis, Trevor Ashford. Leur langage corporel racontait une histoire que Derrick avait apprise et que je ne pouvais plus ignorer. La façon dont la main de Trevor s'attardait sur le bas du dos de Victoria pendant leur leçon. Comment elle se penchait vers lui quand elle pensait que personne ne la regardait. Les murmures intimes qui n'avaient rien à voir avec les techniques de revers. Derrick avait bâti sa vie avec une précision militaire après avoir quitté l'armée 5 ans plus tôt. Son entreprise de sécurité, Apex Protection, était spécialisée dans les clients prestigieux qui avaient besoin de plus qu'une sécurité d'entreprise standard. Des politiciens, des célébrités, des PDG, des gens dont les secrets méritaient d'être protégés et les ennemis à neutraliser. Il était doué, très doué, et c'est ainsi qu'il rencontra Victoria lors d'un gala de charité où il assurait la sécurité. Victoria Whitmore était issue d'une famille aisée, celle qui remontait à 4 générations à Charleston. Sa famille possédait des usines textiles, des biens immobiliers et était impliquée dans la moitié des grands projets immobiliers de la ville. Elle était belle, de cette beauté raffinée et intouchable qui attirait les hommes comme les papillons de nuit. Derrick était différent. Il ne l'avait pas courtisée. C'est peut-être ce qui avait initialement retenu son attention. Leur cours avait été un tourbillon. Victoria avait 29 ans. Il en avait 33. Et elle prétendait en avoir assez des garçons riches et gâtés que sa mère lui présentait constamment. Elle voulait quelqu'un de vrai, quelqu'un qui ait réellement accompli quelque chose au-delà d'un héritage financier. Les états de service militaire décorés de Derrick et son entreprise en plein essor impressionnaient même Eleanor Whitmore, la redoutable mère de Victoria, même si elle lui avait clairement fait comprendre que Derrick serait toujours en dessous de leur statut social. Leur mariage avait été heureux pendant 3 ans. Victoria semblait sincèrement heureuse, et Derrick avait même commencé à croire qu'il avait sa place dans son monde de country club et de soirées caritatives. Il avait adouci ses manières, troqué son équipement tactique contre des costumes sur mesure, appris à naviguer entre les dîners mondains et les collectes de fonds politiques. Il pensait qu'ils construisaient quelque chose ensemble. Mais l'instinct de Derrick, aiguisé par des années de combat et de survie, avait commencé à déceler des anomalies 6 mois plus tôt. Les habitudes téléphoniques de Victoria avaient changé. Elle répondait aux appels dans d'autres pièces, souriait aux SMS qu'elle ne partageait pas, réclamait des dîners de travail qui duraient jusqu'à minuit. Elle avait commencé à aller plus souvent au country club, mentionnant toujours comment son jeu de tennis s'améliorait sous la direction de Trevor. Trevor Ashford était tout ce que Derek n'était pas. Un beau gosse de 35 ans qui n'avait jamais travaillé de sa vie. Sa famille avait aussi de l'argent, mais pas le niveau de Whitmore, et il avait transformé sa carrière universitaire de tennis en une vie confortable en donnant des cours à des femmes au foyer. Il était doux, charmant, et exactement le genre d'homme avec qui Derrick avait vu Victoria avant leur rencontre. Ce soir-là, Derrick avait confirmé ce qu'il savait déjà. Le micro qu'il avait installé dans la voiture de Victoria avait tout enregistré. Ses appels téléphoniques avec Trevor préparant leur escapade du week-end, leurs conversations explicites sur leur liaison, et pire encore, leurs discussions sur Derek lui-même. Il est toujours si sérieux. La voix de Victoria avait grésillé dans son oreillette plus tôt. Tout est question de travail, de sécurité et de responsabilité. Trevor, tu me fais revivre, comme avant de m'installer. Ta mère avait raison à son sujet, avait répondu Trevor. Ce n'est pas vraiment ton genre, Vic. Tu as besoin de quelqu'un qui comprenne ton monde, qui puisse t'offrir la vie que tu mérites. Derrick avait serré la mâchoire en les écoutant parler de lui comme d'un inconvénient, d'une erreur de Victoria qui pouvait être corrigée. Ils parlèrent de divorce, du contrat de mariage que Derek avait bêtement signé, de la façon dont les avocats de la famille de Victoria veilleraient à ce qu'ils n'obtiennent rien. Mais ils ne connaissaient pas Derek Stone. Ils avaient vu la version raffinée qu'il avait présentée pendant 3 ans, l'homme en costume et souriant aux réceptions caritatives. Ils n'avaient jamais rencontré l'agent qui avait infiltré des cellules terroristes, qui avait planifié et exécuté des missions restées secrètes, qui avait appris que les attaques les plus dévastatrices survenaient d'angles que l'ennemi n'avait jamais vu venir. Alors que Derrick regardait la Porsche de Trevor s'éloigner du domaine, il prit une décision. Victoria et Trevor voulaient jouer à des jeux.
Il voulait le traiter comme s'il n'avait aucune importance, comme s'il n'était qu'un obstacle à éliminer. Il leur montrerait ce qui arrive quand on trahit Derek Stone. Le lendemain matin, Derrick conserva sa routine habituelle. Café à 5h30, entraînement à la salle de sport, douche et petit déjeuner avec Victoria, qui se préparait pour une nouvelle journée de ce qu'elle appelait des œuvres caritatives. Mais il savait maintenant qu'il était vraiment temps pour Trevor. « Bonjour, ma belle », dit-il en l'embrassant sur la joue tandis qu'elle consultait son téléphone sur l'îlot central de la cuisine. Victoria a à peine levé les yeux. « Bonjour. J'ai un match de tennis à 10h, puis déjeuner avec le conseil d'administration de la fondation. Je rentrerai tard. On prépare le gala d'automne. » Derek hocha la tête, beurrant son toast avec une précision calme. « À Trevor, tu travailles toujours avec toi sur ton service ?» « Même, » murmura Victoria, ne percevant pas la tension dans sa voix. Il dit, « Je progresse rapidement. »« J'en suis sûr. » Le sourire de Derrick était froid, mais Victoria était trop absorbée par son téléphone pour le remarquer. « Je serai au bureau presque toute la journée. Un nouveau client veut une évaluation de sécurité complète. » Après le départ de Victoria, Derrick s'assit dans son bureau, entouré des attributs de la vie qu'il avait construite. Des citations militaires au mur, des photos de son mariage, des certificats de son entreprise de sécurité. Tout cela ressemblait à un mensonge maintenant. Un costume qu'il avait porté pendant que sa femme se moquait de lui. Mais Derek Stone ne s'énerva pas. Il devint méthodique. Il ouvrit son ordinateur portable et se mit au travail. D'abord, il avait besoin de renseignements. De véritables renseignements, pas seulement la confirmation de la liaison. Il avait besoin de comprendre les habitudes de Victoria et Trevor, leur vulnérabilité, leurs points faibles. Il devait savoir à qui il parlait, ce qui les préoccupait, ce qu'il craignait de perdre. Il ne s'agirait pas d'un crime passionnel ni d'une simple confrontation. Ce serait la guerre, et Derek Stone n'en avait jamais perdu une. Chapitre 2. Collecte de renseignements. 3 semaines après le début de son opération secrète, Derrick avait constitué un dossier complet sur ses cibles. Son bureau à domicile s'était transformé en centre de commandement, tout en veillant à maintenir l'apparence d'une activité commerciale normale. Ses clients légitimes offraient une couverture parfaite à ses activités. Équipement de surveillance, vérification d'antécédents et collecte de renseignements faisaient partie de son travail quotidien. Trevor Ashford était encore plus pathétique que Derek ne l'avait initialement imaginé. L'homme n'avait jamais occupé de véritable emploi, vivant d'un fonds fiduciaire créé par son grand-père et le complétant par des cours de tennis pour femmes fortunées. Son appartement du centre-ville de Charleston était financé par sa famille. Sa Porsche était louée par l'intermédiaire de l'entreprise de son père, et il devait de l'argent à plusieurs établissements haut de gamme de la ville. Plus important encore, Trevor avait un problème de jeu. Derrick avait découvert les parties de poker hebdomadaires de cet homme avec des individus peu recommandables qui opéraient depuis un entrepôt près des docks. Trevor y avait investi près de $50 000, un fait qu'il avait soigneusement caché à tous ses proches, y compris Victoria. Les secrets de Victoria étaient plus profonds que Derrick ne l'avait imaginé. Tout en jouant la belle-fille et l'épouse mondaine, elle détournait l'argent de 3 organisations caritatives différentes qu'elle aidait à gérer. Rien de bien grave, $5 000 par-ci, $10 000 par-là, mais suffisamment pour financer ses achats coûteux et ses escapades de week-end avec Trevor. Elle était prudente, utilisant son accès pour transférer de petites sommes vers des comptes que sa mère ne surveillait pas. Mais les renseignements les plus précieux que Derrick avait recueillis provenaient d'une source inattendue, Margaret Chin, l'assistante personnelle d'Eleanor Whitmore depuis 15 ans. Margaret avait vu Victoria grandir, avait été témoin de ses précédentes liaisons et était de plus en plus dégoûtée par la façon dont la famille traitait Derek. « Votre femme a toujours été égoïste », lui avait confié Margaret lors de ce qui semblait être une rencontre fortuite dans un café près du bureau de Derrick. « Mais vous avez été bon avec elle, bon avec la famille. Ce qu'elle fait maintenant est mal. » Margaret avait été plus serviable qu'elle ne le pensait probablement. Elle avait confirmé qu'Eleanor encourageait activement la liaison de Victoria, considérant Trevor comme un meilleur parti pour sa fille. La matriarche Whitmore n'avait jamais accepté Derek malgré son service militaire et ses affaires prospères. Pour Eleanor, il serait toujours vu comme un homme ordinaire, un homme ayant épousé une personne au-dessus de sa condition. Madame Whitmore préparait cela depuis des mois, avait révélé Margaret. Elle a demandé aux avocats de la famille de revoir votre contrat de mariage, cherchant des moyens de minimiser ce que Victoria aurait à payer en cas de divorce.
Elle parle de vous comme de votre employé de maison qui aurait abusé de son droit de vote. Dererick avait souri et remercié Margaret pour le café, mais sa rage intérieure s'était cristallisée en quelque chose de plus dur et de plus ciblé. Les Blancs pensaient pouvoir le jeter comme un jouet cassé, l'humilier et le renvoyer sans rien. Ils ignoraient totalement à qui ils avaient affaire. Ce soir-là, Dererick exécuta la première phase de son plan. Grâce à des techniques apprises au sein des services de renseignement militaire, il avait accédé aux comptes de messagerie, aux relevés bancaires et aux réseaux sociaux de Trevor. La sécurité des mots de passe de Trevor était ridiculement faible. Il utilisait des variantes de ses trophées de tennis universitaire et le nom de jeune fille de sa mère pour tout. Derek commença à semer la destruction dans la vie numérique de Trevor. Quelques relevés bancaires altérés par-ci, des échanges de courriels modifiés par-là. Rien d'assez dramatique pour être remarqué immédiatement, mais suffisamment pour créer des problèmes par la suite. Il commença également à documenter chaque transaction financière entre Trevor et ses associés de jeu, établissant un registre complet des dettes de l'homme et des messages de plus en plus menaçants qu'il recevait. Pour Victoria, l'approche de Dererick était plus subtile. Il commença à intercepter ses communications avec les organisations caritatives, documentant soigneusement ses irrégularités financières. Il commença également à semer le doute dans sa relation avec Trevor, utilisant des messages falsifiés et des communications altérées pour faire croire que Trevor s'intéressait à d'autres femmes. La beauté de la guerre psychologique résidait dans le fait que les cibles se détruisaient souvent elles-mêmes une fois la pression exercée. L'occasion pour Dererick d'accélérer son calendrier se présenta lorsque Victoria annonça qu'elle partait en week-end entre filles à Hilton Head avec ses colocataires d'université. La surveillance de Dererick confirma qu'elle prévoyait en réalité une escapade romantique avec Trevor dans un complexe hôtelier de luxe. Ils avaient réservé des chambres séparées, mais prévoyaient de passer le week-end ensemble, à l'abri des regards indiscrets. Cela offrit à Derek l'occasion idéale pour exécuter la deuxième phase de son opération. Le vendredi après-midi, Dererick fit appel à une faveur de son passé militaire. Marcus Rivera avait servi avec Derek en Afghanistan et travaillait désormais dans la sécurité privée à Atlanta. Plus important encore, Marcus était spécialisé dans les opérations nécessitant un déni plausible. « J'ai besoin d'une faveur, Hermono », avait dit Dererick lors de leur appel crypté. « Rien de permanent, rien qui quitte Marx, mais j'ai besoin de quelqu'un pour avoir une conversation très instructive avec un joueur compulsif qui se croit intouchable. » Marcus avait ri. À quel point est-ce instructif? Suffisamment instructif pour qu'il comprenne que sa situation a changé. Suffisamment instructif pour qu'il réalise qu'il joue à un jeu bien plus dangereux qu'il ne le pensait. Pendant que Victoria et Trevor étaient en escapade romantique, Dererick a mis son plan à exécution. Marcus et deux associés se sont rendus à l'appartement de Trevor, non pas pour lui faire du mal, mais pour effectuer une fouille approfondie et y glisser plusieurs objets qui se révéleraient problématiques plus tard. Ils ont également laissé des preuves que les dettes de jeu de Trevor avaient été vendues à une agence de recouvrement beaucoup plus sérieuse, qui n'avait pas négocié de plan de remboursement. Pour Victoria, l'approche de Dererick était plus psychologique. Il a fait en sorte qu'elle reçoive une série de messages anonymes au complexe hôtelier, des photos de Trevor avec d'autres femmes, des relevés financiers attestant de ses dettes de jeu et des documents suggérant qu'il ne s'intéressait à elle que pour son argent. Les messages étaient soigneusement rédigés pour amener Victoria à remettre en question sa relation avec Trevor sans révéler l'implication de Dererick. Le dimanche soir, à son retour de week-end, Victoria était visiblement bouleversée. Trevor avait passé la majeure partie du week-end au téléphone, à gérer ce qu'il prétendait être des urgences professionnelles, mais que Victoria soupçonnait désormais d'être d'autres femmes. Les messages anonymes avaient fait leur effet, semant le doute et la paranoïa. Derek accueillit sa femme à la porte avec des fleurs et un sourire chaleureux. « Comment s'est passé ton week-end avec les filles? Tu as l'air fatigué. » La réponse de Victoria fut distante, distraite. « C'était bien, juste beaucoup de drame. Tu sais comment les femmes peuvent être quand elles sont ensemble. » Ce soir-là, alors que Victoria était allongée dans son lit à côté de lui, Dererick pouvait presque entendre son esprit s'emballer. Elle commençait à s'interroger sur Trevor, à se demander si l'homme pour lequel elle avait risqué son mariage valait le coup. Mais Dererick n'en avait pas fini. Ce n'était que le début. Chapitre 3. Les sources du piège. 2 jours après le retour de Victoria de Hilton Head, Dererick reçut un appel qui accéléra considérablement son échéancier. La voix pressante de Margaret Chin murmura dans son téléphone depuis le bureau d'Eleanor Whitmore, « Ils avancent plus vite que prévu. » Margaret dit, « Madame Whitmore a appelé les avocats ce matin.
Elle veut que Victoria demande le divorce d'ici la fin de la semaine. Elle l'a convaincu que vous avez une liaison avec votre secrétaire. Dererick resserra sa prise sur son téléphone. Il n'avait pas de secrétaire, mais Eleanor était assez rusée pour fabriquer des preuves si nécessaire. Quoi d'autre? Il y aura un dîner de famille jeudi soir. Madame Whitmore compte vous confronter à ce moment-là, vous humilier publiquement devant toute la famille. Elle a invité les cousins de Victoria, son frère, et même des amis de la famille. Elle veut des témoins de votre déshonneur. Dererick sourit froidement. Parfait. Eleanor Whitmore voulait un spectacle public. Elle en aurait un, mais pas celui auquel elle s'attendait. Margaret, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Peux-tu t'assurer que le dîner soit enregistré? Dis à Madame Whitmore que tu veux immortaliser la réunion de famille. Je peux le faire, répondit Margaret. Monsieur Stone, que comptez-vous faire? Justice, répondit simplement Derek. Mercredi soir, Dererick mit les derniers éléments de son plan à exécution. Il avait passé des semaines à préparer ce moment, et tout devait se dérouler à la perfection. La pression psychologique qu'il avait exercée sur Victoria était palpable. Et Trevor produisait des résultats. Victoria s'était montrée distante et méfiante, tandis que Trevor était de plus en plus paranoïaque à propos de ses dettes de jeu et de la mystérieuse agence de recouvrement qui lui laissait des messages menaçants. Derek passa 3 appels ce soir-là. Le premier fut adressé à l'inspecteur Ray Morrison, un ancien camarade de l'armée qui travaillait désormais à la police de Charleston. Le deuxième à la division des enquêtes criminelles de l'IRS, qui signalait des activités financières suspectes dans plusieurs associations caritatives locales. Le troisième à une journaliste nommée Amy Walsh, spécialisée dans la dénonciation de la corruption au sein des familles de l'élite de Charleston. Chaque appel était minutieusement chronométré, chaque preuve fournie de manière anonyme mais vérifiable. Derek avait appris dans l'armée que les opérations les plus efficaces utilisaient les canaux officiels et les autorités légitimes pour atteindre leurs objectifs. Pourquoi se salir les mains quand on pouvait laisser le système faire le travail à sa place? Le jeudi arriva avec une humidité inhabituelle qui rendit l'air du soir lourd et oppressant. Dererick s'habilla avec soin pour le dîner de famille. Son plus beau costume, sa montre militaire, son alliance. Toujours fermement en place. Il avait tout d'un homme d'affaires prospère, d'un vétéran décoré, d'un mari dévoué. Le domaine Whitmore était rempli de parents et d'amis de la famille lorsque Dererick arriva. Les cousins de Victoria d'Atlanta, son frère Robert et sa femme, plusieurs familles importantes de Charleston qui connaissaient les Whitesore depuis des générations. Eleanor avait en effet planifié cette exécution publique. Derek se faufila dans la foule avec une aisance maîtrisée, saluant chaleureusement chacun, jouant le rôle d'un gendre dévoué. Il remarqua que Victoria l'observait nerveusement de l'autre côté de la pièce. Trevor était introuvable. Bien. Sa guerre psychologique fonctionnait. Eleanor Whitmore présidait l'assemblée telle une reine tenant sa cour. C'était une femme redoutable d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et au regard perçant, portant des diamants qui coûtaient probablement plus cher que la plupart des maisons. Elle avait été belle autrefois, et Victoria avait hérité de sa fine ossature. Mais la beauté d'Eleanor s'était figée en quelque chose de froid et de calculateur au fil des ans. Derek, mon cher, appela Eleanor. La famille se rassembla dans la salle à manger. Ravi que vous ayez pu être là. Nous avons des affaires familiales importantes à discuter ce soir. Dererick prit place à côté de Victoria, remarquant qu'elle évitait tout contact visuel. 12 personnes étaient assises autour de la table, toutes sur le point d'assister à ce qu'Eleanor pensait être l'humiliation et le bannissement de Dererick. Margaret Chin se tenait discrètement dans un coin, une petite caméra enregistrant tout comme demandé. Eleanor se leva, un verre de vin à la main, et Dererick put lire la satisfaction prédatrice dans ses yeux. C'était le moment qu'elle préparait depuis des mois. « Ma famille », commença Eleanor. « Nous nous réunissons ce soir car il faut parfois prendre des décisions difficiles pour le bien de toutes les personnes concernées. » Son regard se fixa sur Derek avec une froideur extrême. Nous avons découvert des informations troublantes sur les activités de Dererick, infidélité, relations inappropriées avec des employés, irrégularités financières dans son entreprise. Les mensonges coulaient à flot, et Dererick voyait la famille de Victoria se crisper, mal à l'aise. Il savait que ça allait arriver. Eleanor les avait prévenus. Du coup, Eleanor continua, montant crescendo. On se débarrasse de tout ce qui était inutile.
Elle pointa du doigt Derek d'un air théâtral. Tu es fini. Fais tes bagages et va-t'en. Victoria, pile sur cul, a ajouté son venin et je demande le divorce. Tu ne mérites rien. Le silence retomba dans la salle. Tous les yeux fixés sur Derek attendaient sa réaction. Eleanor sourit triomphalement, persuadée d'avoir porté le coup fatal. Derrick resta assis en silence un moment, puis fouilla lentement dans la poche de sa veste. Au lieu de la lettre de démission ou de la supplique qu'Eleanor attendait, il en sortit son téléphone. L'intéressant timing, dit Derrick calmement. Sa voix résonna clairement dans la salle silencieuse. Parce que je viens de recevoir un appel de l'inspecteur Morrison de la police de Charleston. Il semble qu'ils aient reçu des informations très détaillées sur des irrégularités financières à la Fondation pour l'enfance de Charleston, à la Société de préservation historique et au Conseil des arts. Il regarda Victoria, blême. 3 organisations où quelqu'un détournait des fonds depuis 2 ans. Le verre de vin de Victoria tremblait dans sa main. Derek continua, sa voix ne s'élevant jamais, mais captivant l'attention de la salle. Ils ont également reçu des informations sur une opération de jeu illégal en centre-ville, y compris des dossiers détaillés sur toutes les personnes impliquées et leurs dettes impayées. Il sourit à la chaise vide où Trevor aurait dû être assis. À ce propos, où est Trevor ce soir? Victoria, j'ai entendu dire qu'il avait reçu des visites inattendues cette semaine. L'expression confiante d'Eleanor se fendait. De quoi parlez-vous? De quelle visite? Oh, Victoria ne vous a-t-elle pas dit que les dettes de jeu de Trevor avaient été vendues à des gens très sérieux, du genre à ne pas envoyer de rappel poli? Le sourire de Derek était froid comme l'acier. Je trouve également intéressant que le fisc ait reçu une information anonyme concernant des revenus non déclarés et de l'évasion fiscale impliquant plusieurs familles importantes de Charleston. Le visage d'Eleanor se vida de ses couleurs lorsque les implications la frappèrent. Derrick se redressa lentement, lissant sa veste. Tu veux en savoir plus sur l'infidélité, Eleanor? Sur les relations inappropriées? Il regarda autour de la table la famille de Victoria, qui commençaient tous à comprendre que tout ne se passait pas comme prévu. J'ai 6 mois de conversations enregistrées, de photos, de reçus d'hôtel et de documents financiers documentant la liaison de Victoria avec Trevor Ashford. J'ai aussi des preuves de tes encouragements et de ta planification de tout ce scénario. Le frère de Victoria, Robert, prit la parole nerveusement. Derek, on devrait peut-être se calmer et en discuter en privé. Non. Derrick l'interrompit sèchement. Eleanor voulait une confrontation publique, alors faisons-en une. Tu voulais m'humilier devant la famille. Parlons d'humiliation. Derrick sortit une tablette et commença à faire défiler des photos. Voici Victoria et Trevor à l'Océan Front Resort le mois dernier. Les voici dans son appartement à 17 reprises. Voici les documents financiers montrant le vol systématique de Victoria à 3 associations caritatives. Il posa la tablette sur la table, à la vue de tous. Et voici les SMS entre Victoria et Trevor, qui discutent de leur plan pour me détruire lors du divorce et me voler tout ce que j'ai gagné. La salle s'est effondrée en murmures et en exclamations de surprise. Les cousins de Victoria la fixaient avec horreur tandis que Robert essayait de comprendre ce qu'il entendait. Eleanor retrouva sa voix, mais elle tremblait plus. Tu mens. Tu inventes tout ça parce que tu es désespéré. Le rire de Derrick était sincèrement amusé. Eleanor, j'ai passé 12 ans dans les opérations spéciales de l'armée. Je sais recueillir des renseignements, monter des dossiers et détruire des ennemis. Tu pensais vraiment que j'allais rester assis sans rien dire pendant que toi et ta fille jouiez à vos petits jeux? Il a fait le tour de la table lentement, tel un prédateur encerclant une proie blessée. Tu me traites de poids mort, Eleanor, tu as dit que j'étais fini, mais voilà ce qui est vraiment fini. L'accès de Victoria au fonds caritatif qu'elle a volé. Le style de vie confortable de Trevor financé par l'argent de sa famille et la réputation de ta famille. Quand tout cela fut rendu public, Victoria retrouva enfin sa voix, même si ce n'était qu'un murmure. Derek, s'il te plaît, on peut arranger ça. Ce n'est pas une fatalité. Derek se tourna vers sa femme, et tout le monde dans la pièce put lire la fureur froide dans ses yeux. Fais comme tu l'as fait quand tu as décidé de me trahir. Quand ta mère et toi aviez prévu de m'humilier et de voler tout ce que j'avais construit. Il se pencha pour être à la hauteur de Victoria. Tu voulais divorcer, ma chérie. Félicitations. Tu en auras un, mais pas celui que tu avais prévu. Vois-tu, j'ai enregistré toute la conversation de ce soir, y compris les accusations de ta mère et tes propres aveux.
Cela constituera une excellente preuve au tribunal, surtout combinée aux preuves de ton adultère et de ton vol. Eleanor se démenait maintenant pour reprendre le contrôle. Tu ne peux rien prouver de tout ça. Ce ne sont que des spéculations. Et le téléphone de Doric. Il y jeta un coup d'œil et sourit. En fait, je peux tout prouver. C'était l'inspecteur Morrison. Ils viennent d'arrêter Trevor Ashford pour des accusations liées à des jeux d'argent illégaux. Apparemment, en perquisitionnant son appartement, ils ont trouvé des documents financiers très intéressants et des preuves d'autres activités criminelles. Un silence de mort s'installa dans la pièce. Doric rajusta sa cravate et regarda une dernière fois autour de la table. « Tu m'as donné 1 heure pour faire mes bagages, Eleanor. C'est généreux. Mais je pense que je vais prendre mon temps. Après tout, j'ai un divorce à préparer, des preuves à inventorier et une réputation à reconstruire après tes accusations infondées. » Il sourit froidement. « Oh, et Victoria, tu devrais peut-être appeler un avocat pénaliste. Le fisc a tendance à prendre les fraudes caritatives très au sérieux. » Alors que Derek se dirigeait vers la porte, la pièce derrière lui s'est transformée en chaos. Victoria pleurait. Eleanor criait. Et les proches exigeaient des explications. Mais Doric ne se retourna pas. Il avait du travail. La vraie guerre ne faisait que commencer. Chapitre 4. La contre-attaque. Le lendemain matin, le téléphone de Doric se mit à sonner à 6 heures. Les nouvelles allaient vite dans les cercles de l'élite de Charleston, surtout lorsqu'il s'agissait de scandales, d'arrestations et du fisc. À la fin de sa séance de sport matinale, Doric avait reçu des appels de 3 avocats différents, de 2 journalistes et de Margaret Chen. Monsieur Stone, la voix de Margaret était haletante d'excitation. La police est arrivée à la maison ce matin. Ils ont un mandat de perquisition pour les dossiers financiers et les fichiers informatiques de Madame Victoria. Madame Whitmore est hors d'elle. Doric sourit en préparant son café avec une précision militaire. J'imagine qu'elle l'est. Et Victoria? Elle s'est enfermée dans sa chambre et ça ne veut pas sortir. Sa mère lui a crié dessus toute la matinée, exigeant de savoir quelles preuves vous avez réellement. Dites-moi, Margaret, après 15 ans avec la famille, pensez-vous qu'ils méritent ce qui leur arrive? Il y eut un silence. Puis la voix de Margaret revint plus forte. Monsieur Stone, j'ai vu cette famille détruire des gens bien pendant des années. Vous êtes le premier à avoir riposté. Le deuxième appel de Doric provenait de son avocate, Patricia Voss, une avocate spécialisée dans les divorces, à l'esprit vif et spécialisée dans les affaires de personnes fortunées. Il se connaissait grâce à son travail dans la sécurité, et elle avait accepté de le représenter après un seul appel téléphonique. Derek, j'ai examiné les preuves que vous avez envoyées. C'est le cas rêvé d'un procureur. Entre les documents d'adultère, le vol financier et les conversations enregistrées d'hier soir, la situation juridique de Victoria est pratiquement désespérée. Et le contrat de mariage, demanda Derek. Avec des preuves d'adultère et d'activité criminelle, il ne vaut rien. En fait, compte tenu des accusations de fraude caritative qui risquent d'être portées, Victoria pourrait bien vous devoir de l'argent. L'argent. La voix de Patricia portait une note de satisfaction professionnelle. Ils ont tenté de vous tendre une embuscade, mais vous êtes arrivé préparé à la guerre. Le troisième appel de Doric fut moins agréable. La voix d'Eleanor Whitmore grésillait dans son téléphone, pleine de rage et de désespoir. Espèce de salaud. Vous avez détruit ma fille, détruit notre famille. Eleanor, je n'ai rien détruit. J'ai simplement révélé ce que Victoria et vous aviez déjà détruit. Votre intégrité, votre honnêteté, vos vœux de mariage. La voix de Doric était calme, clinique. Vous vouliez jouer dur avec un homme que vous pensiez faible. Maintenant, vous apprenez ce qui arrive quand vous sous-estimez votre adversaire. Nous pouvons conclure un accord, dit Eleanor, sa voix se transformant en une tentative de négociation. Argent, bien, tout ce que vous voulez. Faites simplement disparaître tout ça. Le rire de Doric était glacial comme un vent arctique. Faites disparaître tout ça. Eleanor, vous vous êtes tenu devant toute votre famille et vous m'avez traité de poids mort. Vous avez orchestré une humiliation publique destinée à détruire ma réputation et à voler mes biens. Avez-vous pensé qu'il n'y aurait pas de conséquences? S'il te plaît, Derek. Victoria a fait une erreur, mais elle est toujours ta femme. Victoria a cessé d'être ma femme au moment où elle m'a trahi.
Et tu as cessé d'être de la famille au moment où tu as décidé de me détruire. La voix de Derrick se durcit. Tu voulais la guerre, Eleanor. Maintenant, tu l'as. Cet après-midi-là, Derrick reçut une visite inattendue à son bureau. Trevor Ashford était assis à la réception, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. L'homme qui avait été si sûr de lui, si habile lorsqu'il avait volé la femme d'un autre homme, semblait maintenant brisé et désespéré. Derrick le laissa attendre une heure avant d'accepter de le recevoir. Trevor entra en titubant dans son bureau. Son vernis habituel avait complètement disparu, ses vêtements coûteux étaient froissés, ses cheveux en bataille, et ses mains tremblaient en parlant. « C'est toi qui as fait ça » dit Trevor sans préambule. Les accusations de jeu, le mandat de perquisition, l'agence de recouvrement. C'est toi qui as tout gâché. Derrick se renversa dans son fauteuil, étudiant Trevor comme un biologiste examinant un spécimen intéressant. J'ai fait quoi, Trevor? J'ai révélé vos activités illégales de jeu, révélé vos dettes, documenté votre liaison avec ma femme. Il sourit froidement. Je n'ai rien créé de tout cela. Je l'ai simplement mis en lumière. Ce n'étaient pas de véritables agents de recouvrement. C'était vous, vos hommes. Pouvez-vous le prouver, demanda Derrick d'un ton doux. Parce qu'en ce moment, vous avez des problèmes bien plus graves. La police a trouvé des choses très intéressantes dans votre appartement hier. Des relevés financiers, des communications avec des bookmakers, des preuves d'autres indiscrétions. Le visage de Trevor devint blanc. Quelles autres indiscrétions? Derrick ouvrit un dossier sur son bureau en faisant semblant de le consulter. Voyons voir. Il y a Madame Patterson du Country Club. Madame Rix du Yacht Club. Oh, et cette relation intéressante avec la femme du juge Morrison. Il leva les yeux vers Trevor avec une inquiétude feinte. Pensiez-vous vraiment que Victoria était votre seule cliente devenue amante? Vous avez des schémas, Trevor, et les schémas sont des preuves. Vous mentez. Vraiment? Parce que j'ai des photos, Trevor. Des reçus d'hôtel, des SMS. Vous avez fui. Quelle opération, n'est-ce pas? Séduire des femmes mariées fortunées, documenter leur liaison. Et après? Tu comptais les faire chanter ou simplement passer de l'une à l'autre quand tu t'ennuyais? Le silence de Trevor était une réponse suffisante. Derrick se leva et se dirigea vers sa fenêtre, admirant le quartier historique de Charleston. Voilà ce qui va se passer, Trevor. Tu vas plaider coupable pour les accusations de jeu. Tu vas avouer ta liaison avec Victoria au tribunal, et tu vas disparaître définitivement de Charleston. Et si je ne le fais pas, Derrick se retourna pour lui faire face. Et Trevor vit quelque chose dans les yeux de Derrick qui le fit reculer sur sa chaise. Si tu ne le fais pas, toutes tes autres liaisons seront de notoriété publique. Chaque femme, chaque hôtel, chaque détail. Comment penses-tu que le juge Morrison réagira lorsqu'il apprendra pour toi et sa femme? Et pour Monsieur Patterson, qui possède la moitié des entreprises de construction de la ville? La voix de Trevor n'était qu'un murmure. Tu détruis des innocents juste pour arriver à « moi innocent ». Le rire de Derrick était dur. Trevor, vous détruisez des mariages et des familles depuis des années. Je te tiens juste responsable. Il se pencha en avant, sa voix tombant à un dangereux murmure. Mais si vous êtes inquiet que les innocents se blessent, faites le choix intelligent. Prenez l'accord sur le plaidoyer, admettez vos crimes et quittez la ville. Sinon, votre petit livre noir devient une nouvelle de page. Après le départ de Trevor, Derrick s'est permis un moment de satisfaction. La troisième phase de son opération se déroulait parfaitement. Trevor conclurait l'accord sur le plaidoyer. Il n'avait pas le choix. Victoria serait confrontée à des accusations criminelles pour la fraude caritative, et Eleanor regarderait la réputation de sa famille s'effondrer en temps réel. Mais Derrick n'était pas terminé. Pas même proche. Ce soir-là, il a dîné au Charleston Country Club, le même endroit où il avait rencontré Victoria il y a 5 ans pour la première fois. Il s'est assis au bar en soignant un whisky et a regardé la dynamique sociale se dérouler autour de lui. La parole du scandale se répandait dans les cercles d'élite de Charleston comme des incendies de forêt, et Derrick pouvait voir le prudence distance que les gens maintenaient de tout ce qui est lié à la famille Whitmore. Amy Walsh, le journaliste d'investigation Derrick avait contacté, s'approcha de lui au bar. C'était une petite femme aux yeux pointus et une réputation de reportage sans peur. Monsieur Stone, je suis Amy Walsh du Poste et Courrier.
J'espérais que nous pourrions parler. Derek fit un geste vers le siège vide à côté de lui. À propos de quoi, mademoiselle Walsh? Sur les allégations contre votre femme et votre belle-mère? À propos de l'arrestation de Trevor Ashford? À propos de ce qui se passe vraiment avec l'une des familles les plus éminentes de Charleston? Dererick sourit légèrement. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je suis juste un homme aux prises avec un divorce difficile. Amy a sorti un petit dispositif d'enregistrement. Puis-je? Dererick hocha la tête et elle a appuyé un record. Les sources de Monsieur Stone me disent que vous avez des preuves approfondies de fraude financière, d'adultère et d'autres activités criminelles impliquant la famille Whitmore. Vous voulez commenter? Derek était silencieux pendant un long moment, puis a regardé directement Amy. Mademoiselle Walsh, j'ai passé toute ma vie à adulte servir mon pays et construire des entreprises légitimes. Quand je me suis marié Victoria Whitmore, je pensais que je rejoignais une famille qui partageait ses valeurs. J'avais tort. Que voulez-vous dire? Je veux dire que certaines personnes croient que la richesse et le statut social les mettent au-dessus de la loi, au-dessus de la décence commune, au-dessus des conséquences de leurs actions. La voix de Dererick était calme, mais portait un courant sous-jacent d'acier. Ils sont sur le point d'apprendre le contraire. Êtes-vous en train de dire que vous avez orchestré leur chute? Le sourire de Dererick était énigmatique. Je dis que la vérité a une façon de se révéler, surtout lorsque les gens font l'erreur de sous-estimer ceux qu'ils ont fait du tort. L'interview se déroulerait dans le journal de demain. Dererick savait que ce serait la première de nombreuses histoires alors que le scandale se déroulait. Charleston n'aimait rien de plus que de regarder la puissante chute et les Whitmore étaient sur le point de fournir le divertissement de la décennie. Alors que Dererick quittait le country club cette nuit-là, son téléphone a bourdonné un texte d'un numéro inconnu. Nous devons parler. Dererick a supprimé le message sans répondre. Victoria avait fait son choix et maintenant elle vivrait avec les conséquences. Il l'avait averti une fois à propos de le trahir quand ils étaient heureux. À l'époque où ils pensaient que leur mariage signifiait quelque chose. Je ne pardonne pas la trahison, lui a-t-il dit alors, en plaisantant sur sa formation militaire. Ce n'est pas dans ma nature. Elle avait ri, pensant que c'était juste du dur à parler de son mari de soldat. Maintenant, elle apprenait qu'il était mortel sérieux. Chapitre 5. Le calcul accélère. 3 jours après que l'article d'Amy Walsh a réussi la première page du Charleston Post and Courier, le monde de Dererick s'est considérablement déplacé. Le titre, le vétéran décoré se bat contre la trahison de la famille Elite, l'avait transformé d'une victime potentielle en héros populaire pendant la nuit. Son téléphone n'avait pas cessé de sonner avec des appels de supporters, de collègues anciens combattants et de personnes qui avaient eu leur propre run INS avec les vieilles familles d'argent de Charleston. Mais l'appel le plus important est venu du détective Ray Morrison à 7 heures du matin lundi matin. Derek, nous devons parler officiellement en tant qu'amis. Pouvez-vous descendre la station? Dererick est arrivé à Charleston PD 1 heure plus tard vêtu de son meilleur costume et accompagné de Patricia Voss. Ils ont été conduits à une salle d'entrevue où le détective Morrison a attendu avec un autre officier. Derek ne reconnaissait pas Derek Stone. Morrison a commencé officiellement. Nous enquêtons sur des allégations selon lesquelles vous avez peut-être interféré avec une enquête criminelle en cours impliquant spécifiquement l'arrestation de Trevor Ashford et les preuves trouvées dans son appartement. Patricia se pencha en avant. Que allégez-vous exactement, détective? Nous ne alléguons encore rien, a répondu l'officier inconnu. Je suis détective Sarah Kim, affaires internes. Nous avons reçu des plaintes selon lesquelles M. Stone peut avoir planté des preuves, contraint de contraindre ou manipuler notre enquête. Derek est resté calme, s'y attendant. De qui avez-vous reçu ces plaintes? Eleanor Whitmore et son avocat, le détective Kim, ont répondu, ils affirment que vous avez orchestré toute l'enquête pour encadrer des innocents. Le rire de Dererick était vraiment amusé. Et des innocents? Détective, avez-vous des preuves que les dossiers financiers que nous avons fournis ont été falsifiés? Que les photographies de Victoria et Trevor étaient doctorales? La voix de Dererick est restée au niveau. J'ai eu une conversation avec M. Ashford dans mon bureau avec mon avocat présent. S'il se sentait intimidé en étant confronté à des preuves de ses crimes, ce n'est pas ma responsabilité. Patricia a sorti son propre dossier. Détective, mon client a pleinement coopéré avec votre enquête. Il a fourni des preuves approfondies d'activités criminelles, qui ont toutes été vérifiées comme authentiques. Si Madame Whitmore n'est pas satisfaite des conséquences des actions de sa fille, c'est sa question à résoudre devant le tribunal de divorce, et non dans les procédures pénales.
Le détective Kim a essayé un angle de plus. Monsieur Stone, avez-vous embauché quelqu'un pour affronter ou menacer Monsieur Ashford? Des entrepreneurs privés de vos antécédents militaires? Le sourire de Derek était froid. Détective, si je voulais menacer Trevor Ashford, je n'aurais pas besoin d'embaucher personne. Je suis parfaitement capable de gérer moi-même de telles questions. Il se pencha légèrement en avant, mais je ne l'ai pas menacé. Je lui ai simplement présenté des preuves de ses activités criminelles et j'ai suggéré qu'il pourrait vouloir examiner attentivement ses options. Après 2 heures de questionnement, les détectives durent admettre qu'ils n'avaient aucune preuve d'acte répréhensible criminel par Derek. Tout ce qu'il avait fait avait été légal, s'il est professionnellement impitoyable. L'enquête a été abandonnée, mais Derek savait que ce n'était que le début des tactiques de désespoir d'Eleanor. Cet après-midi a annoncé la chronologie de Derek accélérée de façon spectaculaire. Margaret Chin a appelé avec des informations qui ont tout changé. Monsieur Stone, vous devez savoir que Madame Whitmore prévoit de fuir le pays. Elle a liquidé des actifs, fermé des comptes et pris des dispositions pour partir en Suisse d'ici la fin de la semaine. La prise de Derek se resserra sur son téléphone. Et Victoria? Elle refuse d'y aller. Ils se sont battus constamment. Madame Victoria sait que la course la rendrait coupable, et elle pense toujours qu'elle peut récupérer la situation par les tribunaux et l'enquête IRS. Il se déplace plus vite que prévu. L'agent Jennifer Cole a appelé ce matin. Ils veulent interviewer Madame Victoria demain au sujet des fonds caritatifs. Derek a passé 3 appels téléphoniques immédiatement après avoir raccroché avec Margaret. Le premier était à Patricia Voss, l'alerte les plans de vol d'Eleanor. La seconde a été de contacter au département du Trésor spécialisé dans le suivi des délits financiers internationaux. Le troisième était à Amy Walsh. Mademoiselle Walsh, comment aimeriez-vous une exclusivité sur une histoire qui est sur le point de devenir beaucoup plus grande? Quel genre de plus grand? Le genre où les familles de Charleston éminentes tentent de fuir le pays pour éviter les poursuites fédérales? La voix d'Amy s'est aiguisée. Quand et où? Charleston Executive Airport jeudi soir. Eleanor Whitmore a un jet privé prévu pour partir pour Genève à 20h. Je vous suggère d'amener un photographe. Ce soir-là, Derek a reçu un visiteur inattendu à son domicile. Victoria se tenait à sa porte, ayant l'air plus âgé que ses 32 ans, portant des vêtements simples au lieu de ses tenues de créateurs habituelles. Ses yeux étaient rouges de pleurer et elle avait l'air vraiment brisée. Derek, s'il vous plaît, pouvons-nous parler? Contre son meilleur jugement, Derek l'a laissé entrer. Ils se sont assis dans le salon où ils avaient passé 3 ans de mariage, entourés de photos et de mantotos de leur vie ensemble. Je sais que tu me détestes, commença Victoria, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je sais que j'ai tout détruit, et je sais que je ne mérite pas le pardon, mais s'il vous plaît, pouvez-vous annuler l'enquête? Ma mère, elle ne pense pas clairement. Elle va courir, et cela aggravera tout. Derek a étudié sa femme, bientôt ex-femme, avec détachement clinique. Victoria, votre mère a orchestré une campagne pour me détruire publiquement, voler mes actifs et m'humilier devant toute votre famille. Pourquoi est-ce que je l'aiderais maintenant? Parce que malgré tout, tu es un homme bon. Tu es mieux que nous, mieux que tout ce gâchis. Les larmes de Victoria étaient réelles. Derek pourrait le dire. J'ai fait une terrible erreur avec Trevor. Je m'ennuyais. J'étais stupide. Et j'ai détruit la meilleure chose de ma vie. Mais ma mère, elle a 72 ans, Derek. La prison fédérale la tuera. Derek était silencieux pendant un long moment. Puis a demandé, où est Trevor maintenant? Autant. Il a conclu l'accord sur le plaidoyer ce matin et a quitté Charleston. Il ne sera pas de retour. Et l'argent de l'organisme de bienfaisance. La voix de Victoria était petite. Je vais tout rembourser. Chaque centime avec intérêt. Je vendrai mes bijoux, ma voiture, tout ce qu'il faut. Derek s'est tenu et a marché à la fenêtre, en regardant le jardin Victoria avait d'abord entretenu. C'est vrai orchestrer cette campagne. Trevor Ashford valait plus que l'homme qui vous aimait. Victoria est tombée en panne complètement, sanglotant dans ses mains. Je sais que j'ai tout détruit, mais veuillez faire preuve de miséricorde. Être la plus grande personne. Derek n'a rien ressenti en la regardant pleurer. La femme qu'il avait aimée, la femme avec laquelle il avait construit une vie, avait choisi de le trahir. Elle avait choisi de participer au plan de sa mère pour le détruire.
Elle avait pris sa décision, et maintenant elle devait vivre avec. Victoria, sors de ma maison. Derek, s'il vous plaît sortir. La voix de Derek portait l'autorité d'un homme habitué à être obéi. Vous avez fait votre choix. Vivez maintenant avec. Après le départ de Victoria, Derek était assis seul dans son salon, entouré des restes d'une vie qui avait été un mensonge. Demain, Eleanor Whitmore tenterait de fuir le pays. Demain, l'enquête fédérale s'accélérerait. Demain, le scandale atteindrait de nouveaux sommets. Mais ce soir, Derek Stone était exactement là où il voulait être, en contrôle, avec ses ennemis dispersés et désespérés, la justice étant enfin servie. La guerre était presque terminée et Derek avait gagné. Chapitre 6. Le filet se ferme. Jeudi soir est arrivé avec le genre de temps dramatique qui semblait approprié pour l'aboutissement de la campagne soigneusement orchestrée de Derek. Les nuages de tempête se sont rassemblés sur Charleston alors que Derek se positionnait dans le parking en face de l'aéroport exécutif de Charleston, regardant à travers des jumelles de grande puissance alors que le plan d'Eleanor Whitmore se déroulait. Amy Walsh et son photographe ont été cachés derrière des véhicules d'entretien près du terminal de jet privé. Patricia Vaux était assise dans sa voiture avec une documentation, prête à déposer des injonctions d'urgence si nécessaire. Le détective Morrison a attendu dans une voiture non marquée, bien que Derek soupçonnait qu'il ne serait pas nécessaire. Les agents fédéraux se déplaçaient déjà en position. À 19h45, une Mercedes noire s'est arrêtée au terminal privé. Eleanor Whitmore a émergé en portant une tenue de voyage de créateur et des lunettes de soleil surdimensionnées, regardant chaque pouce la riche mondaine qui part pour des vacances européennes. 2 travailleurs de l'aéroport ont commencé à charger des bagages sur le jet, notamment ce que Derek savait être des valises pleines d'argent et d'obligations porteuses. Le téléphone de Derek a bourdonné un texte de Margaret Chin. Elle a nettoyé 3 coffres-forts cet après-midi. Au moins 2 millions en espèces et en bijoux. À 19h52, juste au moment où Eleanor se dirigeait vers le jet, les agents fédéraux ont entouré l'avion. L'agent Jennifer Cole de la division des enquêtes criminelles de l'IRS a approché Eleanor avec un mandat tandis que d'autres agents ont commencé à fouiller les bagages. Derek regarda à travers ses jumelles tandis que la façade composée d'Eleanor se fissurait complètement. Elle se disputait avec les agents, faisant un geste sauvagement, exigeant clairement de parler avec ses avocats. La photographe Amy avait amené tout capturé sous plusieurs angles. Le téléphone de Derek a sonné. La voix de Patricia Vaza était excitée. Derek. Ils ont trouvé plus de 3 millions de dollars en espèces et des titres non enregistrés dans ses bagages. Elle est arrêtée pour blanchiment d'argent, évasion fiscale et tente de fuir les poursuites. Et Victoria? Elle est dans le domaine familial avec sa propre équipe d'agents fédéraux. Ils exécutent des mandats de recherche pour tous les comptes caritatifs et dossiers financiers. C'est plus grand que nous pensions, Derek. Beaucoup plus grand. Comme s'il était convoqué par les mots de Patricia, le téléphone de Derek sonna à nouveau. Cette fois, c'était le détective Morrison. Derek, vous devez savoir que l'enquête fédérale a révélé beaucoup plus que la fraude caritative. Eleanor Whitmore dirige des programmes financiers par le biais de ses organisations à but non lucratif depuis plus d'une décennie. Le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale, les contrats frauduleux avec le gouvernement de la ville. Il ne s'agit plus seulement de l'affaire de Victoria. Derek a ressenti un moment de surprise. Il s'était concentré sur les vols récents de Victoria, mais apparemment Eleanor avait utilisé les organismes de bienfaisance comme front pour des crimes beaucoup plus importants. De combien parlons-nous? Les estimations préliminaires suggèrent plus de 15 millions de dollars d'activités frauduleuses au cours des 10 dernières années. Derek, la famille de votre femme n'est pas seulement riche, ce sont des criminels et vos preuves ont tout ouvert. 1 heure plus tard, Derek s'est assis dans son étude en regardant la couverture médiatique de l'arrestation d'Eleanor. L'histoire avait explosé au-delà Charleston. National News Networks a récupéré l'histoire du vétéran décoré qui avait exposé une conspiration financière massive après la trahison de sa femme. Le téléphone de Derek sonnait constamment avec les demandes d'entrevue, les offres de livres et les messages de soutien des collègues anciens combattants. Mais l'appel qui comptait le plus à 22h. De Margaret Chen. Monsieur Stone, Madame Victoria veut vous rencontrer demain. Elle dit qu'elle a des informations qui pourraient aider à réduire les accusations de sa mère, mais elle n'en discutera que avec vous. Derek l'a considéré. Victoria était clairement désespérée, cherchant un moyen de minimiser la catastrophe qui avait englouti sa famille.
Mais Derrick était curieux de savoir quelles informations elle pensait posséder qui lui importaient. Maintenant, dites-lui que je vais la rencontrer au bureau de mon avocat à 14 heures. Demain. Patricia Voss sera présente et la conversation sera enregistrée. Oui, monsieur. Monsieur Stone. Puis-je dire quelque chose? Bien sûr, Margaret. En 15 ans avec cette famille, je les ai regardés détruire les gens sans une deuxième réflexion. Ils ont traité tout le monde comme jetable, y compris vous. Les regarder faire face à des conséquences pour une fois. C'est la justice, monsieur. Vraie justice. Le lendemain matin, a fait la une des journaux qui dépassaient même les attentes de Derek. Charleston Socialité a arrêté dans le programme de fraude de 15 millions de dollars. Et le divorce des anciens combattants révèle un complot financier massif. Le téléphone de Derrick a sonné avant 7 heures avec les appels de CNN, Fox News et 3 principaux éditeurs intéressés par son histoire, mais Derrick est resté l'accent sur la fin du jeu. Victoria est arrivée au bureau de Patricia à la recherche de Haggarded et désespérée. Accompagné de son propre avocat, un homme à la recherche nerveux nommé Philip Green, qui souhaitait clairement être ailleurs. Victoria, dit Derek en s'asseyant en face de lui dans la salle de conférence. Je comprends que vous avez des informations à partager. La voix de Victoria était à peine audible. Derek, ma mère, elle utilise les organismes de bienfaisance pour blanchir de l'argent pour d'autres personnes. Famille riche, politiciens, personnes qui avaient besoin de cacher les revenus ou de déplacer de l'argent à côté. Patricia se pencha en avant. Quel genre de personne? Mère Blackwood pour un. Le sénateur Richardson, l'épouse du juge Morrison. C'est pourquoi Trevor était impliqué avec elle. Il aidait ma mère à recueillir des informations sur le chantage. Les mains de Victoria tremblaient en parlant. Ma mère dirige les familles d'élite de Charleston comme une entreprise criminelle depuis des années. Derek a senti les pièces cliquer en place. Et vous le saviez? Une partie? Je pensais que c'était juste une comptabilité créative, un évitement fiscal. Je n'ai jamais réalisé la portée jusqu'à ce que les agents fédéraux commencent à poser des questions. Victoria a regardé directement Derek pour la première fois. Derek, si je coopère pleinement, si je témoigne contre ma mère et que je fournis tous les dossiers auxquels j'ai accès, allez-vous envisager de demander la clémence dans mon cas? La voix de Derrick était glacée. Victoria, vous avez participé à voler de l'argent à des organismes de bienfaisance qui aident les enfants, les anciens combattants et les arts. Vous avez trahi vos vœux de mariage et m'avez humilié publiquement. Vous avez participé à un plan pour détruire ma réputation et voler mes actifs. Il se pencha en avant. Pourquoi devrais-je vous aider maintenant? Parce que je ne suis pas comme elle. La voix de Victoria a craqué avec désespoir. J'ai fait de terribles erreurs, mais je ne suis pas un criminel de carrière comme ma mère. Je peux aider à la Ranger pour le reste de sa vie. Aider les autorités à récupérer des millions de dollars en fonds volés. Patricia a posé la question pratique, que proposez-vous exactement? Victoria a sorti un petit entraînement USB. Dossier financier remontant à 12 ans. Numéro de compte bancaire, dossier de transaction, communication entre ma mère et ses clients, tout ce à quoi je pouvais accéder avant que les agents fédéraux ne saisissent nos ordinateurs. Derek a étudié la campagne USB, puis a regardé Victoria, et en échange, je veux plaider coupable aux accusations de fraude caritative et faire une restitution complète, mais je veux éviter la prison fédérale, l'assignation à domicile, le service communautaire, la probation, tout sauf la prison. Derrick a été silencieux pendant plusieurs minutes compte tenu de l'offre. Victoria avait clairement des informations précieuses qui pourraient aider les procureurs fédéraux à construire un dossier hermétique contre Eleanor et à exposer potentiellement un réseau criminel beaucoup plus important. Mais accepter son offre signifierait montrer miséricorde à quelqu'un qui l'avait trahi de la manière la plus profonde possible. Patricia, quelle est votre opinion professionnelle? Professionnellement. Ces informations pourraient être incroyablement précieuses pour l'accusation. Si le témoignage de Victoria aide à condamner Eleanor et potentiellement d'autres criminels de grande envergure, cela pourrait considérablement réduire sa propre phrase, peu importe ce que nous faisons. Derrick a regardé Victoria une dernière fois. Victoria, je veux que vous compreniez clairement quelque chose. Je ne fais pas ça pour toi. Je ne fais pas ça parce que je te pardonne ou parce que je me soucie toujours de toi. Je fais cela parce que faire tomber toute l'entreprise criminelle de votre mère sert de mieux à la justice que de simplement vous détruire individuellement. Victoria hocha la tête, des larmes coulant sur son visage.
Patricia rédige un accord. Victoria fournit une coopération complète, des témoignages complets et tous les dossiers financiers en sa possession. En échange, je ne m'opposerai pas à sa demande de négociation sur le plaidoyer, mais je ne le soutiendrai pas non plus activement. Elle ne reçoit aucune considération particulière de ma part. Elle vit ou décède par la valeur de sa coopération aux procureurs fédéraux. Alors que Victoria a signé l'accord avec Shekingand, Dererick ressentit une satisfaction au froid. Eleanor Whitmore passerait le reste de sa vie en prison fédérale. Victoria ferait face à de graves conséquences, mais pourrait éviter la pire punition grâce à sa coopération. Et Derek Stone émergerait de cette guerre non comme une victime, mais comme l'homme qui avait exposé l'une des plus grandes complots financiers de l'histoire de la Caroline du Sud. Le jeu était presque terminé, et Dererick avait réalisé quelque chose au-delà de la simple vengeance. Il avait rendu justice à une échelle qui se répercuterait grâce à la structure du pouvoir de Charleston pour les années à venir. Chapitre 7. L'Empire tombe. 6 mois après l'arrestation d'Eleanor Whitmore à l'aéroport exécutif de Charleston, Derek Stone s'est assis dans une salle d'audience fédérale, regardant le dernier chapitre de sa guerre se dérouler. Eleanor a affronté le juge dans une combinaison orange, ses cheveux argentés maintenant gris et minces, son recours aristocratique remplacé par la posture vaincue de quelqu'un qui avait tout perdu. Les accusations se lisent à un catalogue de crimes de col blanc, de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale, de fraude, de racket et de complot. L'enquête que Derek avait déclenchée s'était développée au-delà de l'imagination de quiconque, exposant finalement ce que les procureurs fédéraux ont appelé le plus grand syndicat du crime financier organisé de l'histoire de la Caroline du Sud. Victoria s'est assise dans la boîte des témoins, son témoignage ayant déjà aidé à condamner 3 éminents politiciens de Charleston, 2 juges, et une douzaine de familles riches qui avaient utilisé le réseau caritatif d'Eleanor pour cacher les revenus et blanchir de l'argent. Elle avait l'air plus âgée, plus mince, usée par des mois de coopération avec les autorités fédérales. La juge Patricia Williams a examiné les documents de détermination de la peine alors que la salle d'audience attendait en silence. Derek a observé de la galerie, notant à quel point cela était différent du dîner en famille où Eleanor avait essayé de le détruire. Pas de lustre en cristal, pas de vin cher, pas de public de parents malades, juste des lumières fluorescentes froides et le poids de la justice. Eleanor Margaret Whitmore, le juge Williams a commencé, sa voix portant la salle d'audience silencieuse. Vous avez été condamné pour 37 chefs d'accusation impliquant des délits financiers totalisant plus de 43 millions de dollars volés aux organisations caritatives, au régime d'évasion fiscale et aux opérations de blanchiment d'argent s'étalant sur 15 ans. Dererick a dû admettre qu'il était impressionné malgré lui. L'entreprise criminelle d'Eleanor avait été beaucoup plus sophistiquée qu'il ne l'avait initialement réalisé. Elle a transformé le circuit caritatif de Charleston en une opération de blanchiment d'argent qui a servi des criminels riches à travers le Sud-Est. Les victimes de les crimes comprennent des organisations d'anciens combattants, des hôpitaux pour enfants, des programmes artistiques et des sociétés de préservation historique, des institutions qui dépendent de dons de bienfaisance pour servir la communauté. Le juge Williams a poursuivi, vous avez volé les membres les plus vulnérables de la société pour vous enrichir vous et vos associés criminels. L'avocate d'Eleanor a plaidé final pour la miséricorde, citant son âge et sa santé, mais la juge Williams n'a pas été éminée. Madame Whitmore, vous n'avez pas fait pitié des enfants qui avaient besoin de soins médicaux, des anciens combattants qui avaient besoin de soutien ou des artistes qui avaient besoin de financement. Cette cour vous montrera la même considération que vous leur avez montrée. 25 ans dans la prison fédérale. Aucune possibilité de libération conditionnelle pendant les 15 premières années. Restitution complète de 43,7 millions de dollars plus les pénalités et les intérêts. Tous les actifs à saisir et à liquider pour indemniser les victimes. Dererick a regardé le visage d'Eleanor comme la peine était prononcée. Pendant un bref instant, son masque s'est complètement glissé et il a vu une terreur brute dans ses yeux. Elle avait 73 ans. C'était une peine à perpétuité et elle le savait. Alors que les maréchaux fédéraux dirigeaient Eleanor, Dererick se sentait un mélange complexe de satisfaction et d'épuisement. La guerre était terminée et il avait gagné plus complètement qu'il ne l'avait jamais imaginé possible. Mais la victoire est venue avec ses propres charges. En dehors du palais de justice, Amy Walsh a approché Derek pour ce qui était devenu un rituel régulier. Leur partenariat avait été mutuellement bénéfique. Ces reportages avaient gardé l'histoire sous les projecteurs nationaux, tandis que les connaissances initiales de Dererick lui avaient donné un accès exclusif à l'un des plus grands scandales de corruption de l'histoire de la Caroline du Sud. Monsieur Stone, des dernières réflexions sur la condamnation d'aujourd'hui?
Derek considérait soigneusement ses mots. Madame Walsh, quand cela a commencé, j'étais un homme traitant de la trahison de sa femme et de la tentative de sa belle-mère de détruire sa réputation. Je n'ai jamais imaginé que cela conduirait à exposer une conspiration criminelle de cette ampleur. Vous sentez-vous justifié? Je pense que la justice a été rendue. Eleanor Whitmore croyait que sa richesse et son statut social la mettaient au-dessus de la loi. Elle avait tort. Et votre ex-femme? Victoria a reçu 5 ans avec la possibilité de libération conditionnelle en 2 et un demi ans en raison de sa coopération. Certaines personnes pensent que c'est trop indulgent. L'expression de Derrick s'est légèrement durcie. Victoria a fait ses choix et elle fait face aux conséquences. Sa coopération a aidé à récupérer des millions de dollars en fonds volés et à mettre des criminels dangereux en prison. Le système judiciaire a déterminé sa peine, pas à moi. Ce soir-là, Derek est retourné dans sa nouvelle maison. Une maison moderne surplombant le port de Charleston qu'il avait acheté avec le produit de son accord de livre, et le documentaire écrit à son histoire. La vieille maison qu'il avait partagée avec Victoria avait été vendue. Chaque trace de leur vie s'est effondrée. Margaret Chin l'avait aidé à emballer et elle avait fait une observation qui lui avait collé. Monsieur Stone, vous auriez pu les détruire tranquillement, en privé. Pourquoi avez-vous choisi de le rendre si public? Derrick avait souvent pensé à cette question. Parce que la destruction privée permet au système qui les a créés de continuer. La destruction publique envoie un message à tous ceux qui pensent que la richesse et les liens les rendent intouchables. Alors que Derrick était assis sur son nouveau pont surplombant le port où l'histoire de Charleston a commencé, son téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant a montré un numéro il reconnut mais ne s'attendait pas à voir. Bonjour, Derek. La voix de Victoria était provisoire, incertaine. Victoria, je pensais que vous étiez dans les installations fédérales d'Atlanta. Je suis. Ils permettent des appels téléphoniques supervisés pour les détenus qui coopèrent avec des enquêtes en cours. Elle fit une pause. Derek, je voulais te dire quelque chose avant de perdre le courage. Derrick attendit, ne disant rien. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je sais que j'ai détruit tout bien entre nous, et je sais que je mérite tout ce qui s'est passé, mais je voulais que vous sachiez que vous aviez raison sur moi, sur ma famille, à propos de tout. Que voulez-vous dire? Je veux dire, j'étais une personne gâtée et égoïste qui prenait tout pour acquis. Je n'ai jamais apprécié ce que nous avions, je n'ai jamais apprécié jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Sa voix tremblait. Ma mère m'a élevé pour croire que des gens comme vous étaient temporaires, que le mariage n'était qu'un autre arrangement social qui pouvait être changé quand il est devenu gênant. Derrick est resté silencieux, la laissant continuer. Mais tu n'étais pas temporaire, n'est-ce pas? Tu étais la vraie chose. Et je l'ai jeté pour quelqu'un qui n'avait pas d'importance. Quelqu'un qui a disparu au moment où les choses sont devenues difficiles. Victoria pleurait maintenant. J'ai perdu le seul homme qui m'a vraiment aimé. Et j'ai aidé ma mère à essayer de vous détruire. Je me déteste pour ça, Derek. Je déteste ce que je suis devenu. Victoria, non. Laissez-moi finir. Vous étiez une meilleure personne que n'importe lequel d'entre nous ne le méritait. Vous auriez pu me détruire complètement. J'aurais pu m'assurer que je suis allé en prison pendant 20 ans, mais vous ne l'avez pas fait. Même après tout ce que je vous ai fait, vous aviez toujours plus d'intégrité que jamais. Derrick a senti quelque chose qu'il ne s'attendait pas. Un moment de tristesse pour la femme Victoria aurait pu être si elle avait été élevée différemment. Si elle avait choisi différemment, si elle ne l'avait jamais trahi. Je suis content que vous compreniez cela maintenant, Victoria. J'espère que cela vous aide à devenir une meilleure personne. Derek, pensez-vous peut-être un jour après avoir servi mon temps et prouvé que j'ai changé, pensez-vous que nous pourrions être à nouveau amis? Pas mariés, pas romantiques, juste des amis. La réponse de Derrick est venue sans hésitation. Non, Victoria, nous ne pouvons jamais être amis. Ce que vous m'avez fait, ce que vous et votre mère a essayé de me faire n'est pas quelque chose que l'amitié peut survivre. Certaines trahisons sont permanentes. Il pouvait l'entendre sangloter à l'autre bout de la ligne. Je te souhaite bonne chance, Victoria. J'espère que vous trouverez la paix et que vous devenez la personne que vous auriez dû être tout au long. Mais vous et moi avons fini pour toujours. Derrick a raccroché le téléphone et s'est assis tranquillement tandis que le soleil se couchait sur Charleston Harbour. Il avait obtenu une victoire totale dans sa guerre contre les Blancs. Mais la victoire l'avait obligé à devenir quelqu'un de plus difficile, plus froid,
plus impitoyable qu'auparavant. L'homme qui aimait Victoria inconditionnellement avait disparu, remplacé par quelqu'un qui comprenait que certaines trahisons ne pourraient jamais être pardonnées. Certaines relations ne pourraient jamais être réparées. Le dernier chapitre de la guerre de Derek Stone n'a pas encore été écrit. Mais une chose était certaine. Il ne serait plus jamais vulnérable au type de trahison qui avait commencé toute cette campagne. Il avait appris que la miséricorde était souvent confondue avec la faiblesse, ce pardon il était devenu l'homme qu'on appelait quand on avait besoin de détruire quelqu'un, professionnellement et légalement. Par un jeudi matin humide de juillet, Derek était assis dans son bureau agrandi, examinant un dossier, lorsque son assistante annonça une visite inattendue. Margaret Chin se tenait sur le seuil, l'air plus âgé, mais plus sereine que durant ses années chez Whitmore. « Monsieur Stone, j'espère que cela ne vous dérange pas que je passe sans rendez-vous. »« Margaret, vous êtes toujours la bienvenue ici. Veuillez vous asseoir. » Derek désigna la chaise en face de son bureau. « À comment vous adaptez-vous à la retraite ?» Margaret avait reçu une récompense substantielle du gouvernement fédéral pour son aide dans l'enquête Whitmore. Elle avait utilisé cet argent pour acheter une petite maison près de la côte et, paraît-il, écrivait un mémoire sur ses années au service des familles aisées de Charleston. « Je vais bien, merci, mais je suis ici pour quelque chose d'inquiétant. » L'expression de Margaret devint sérieuse. « Monsieur Stone, Victoria sort de prison fédérale le mois prochain. » Derek sentit un froid familier s'installer dans sa poitrine. « Je vois une libération anticipée pour bonne conduite et coopération. » « Oui, mais ce n'est pas pour ça que je suis là. » Margaret se pencha en avant. « Monsieur Stone, Victoria vous a écrit. Des lettres interceptées par l'administration pénitentiaire pour violation de l'ordonnance restrictive que vous aviez obtenue. » Dererick serra les dents. L'ordonnance restrictive était une idée de Patricia Vaux, destinée à empêcher Victoria de le contacter pendant son incarcération. Quel genre de lettres? Des lettres obsessionnelles. Elle s'est convaincue que tout ce qui s'est passé était de la faute de sa mère, que vous et elle étiez victime de la manipulation d'Eleanor. Elle croit qu'une fois libre, vous pourrez vous réconcilier. Dererick se leva et se dirigea vers sa fenêtre, contemplant le centre-ville animé de Charleston. Margaret Victoria a fait ses choix. Elle n'était pas une victime. Elle a participé volontairement à tout ce qui s'est passé. Je le sais et vous le savez. Mais Victoria a passé 2 ans en prison à se créer un fantasme où elle est la victime, sa mère l'ayant forcée à avoir une liaison et des délits financiers. La voix de Margaret portait une note d'avertissement. Monsieur Stone, je pense qu'elle compte vous contacter directement une fois libéré. L'ordonnance restrictive expirera automatiquement à moins que vous ne la renouveliez. Et même si vous le faisiez, Victoria vient d'une famille qui croyait que les règles ne s'appliquaient pas à elle. La prison a peut-être changé sa situation, mais je ne pense pas qu'elle ait changé sa nature profonde. Dererick réfléchit à cette information. Il pensait que le chapitre de sa vie concernant Victoria était clos, que sa peine de prison lui donnerait le temps d'accepter la réalité et de passer à autre chose. Apparemment, il avait tort. Que suggérez-vous exactement, Margaret? Je suggère que vous devez vous préparer à ce que Victoria réapparaisse dans votre vie, que vous le vouliez ou non. Et je suggère qu'elle n'est peut-être pas aussi réformée que le pensent ses conseillers pénitentiaires. Cet après-midi-là, Derek appela Patricia Voss pour discuter du renouvellement de l'ordonnance restrictive. Patricia était depuis devenue l'une des avocates spécialisées en divorce les plus réputées de Charleston, en grande partie grâce à la médiatisation de l'affaire Whitmore. Derek, je peux certainement renouveler l'ordonnance, mais Margaret a le droit de s'inquiéter. Les lettres de Victoria suggèrent une personne qui n'a pas assumé la responsabilité de ses actes. Elle a créé un récit où elle est la victime. Et c'est dangereux. Dangereux comment? Parce que ceux qui se considèrent comme des victimes se sentent justifiés de prendre des mesures extrêmes pour réparer l'injustice qu'ils estiment avoir subie. La voix de Patricia exprimait une inquiétude professionnelle. Derek, d'après mon expérience, les dénonciateurs les plus dangereux sont ceux qui refusent d'accepter la fin de la relation. Ce soir-là, Derek a vérifié la sécurité de son domicile et de son bureau. Il avait maintenu des systèmes de sécurité de niveau militaire depuis le début de sa guerre contre les Blancs, mais la complaisance était dangereuse. Il a mis à jour ses protocoles, informé son équipe et veillé à ce que ses mesures de protection personnelle soient à jour. Mais la véritable inquiétude de Dererick n'était pas sa sécurité physique. C'était la possibilité que Victoria tente de se réhabiliter publiquement en affirmant avoir été manipulée et abusée.
Le récit de l'épouse lésée cherchant à se réconcilier avec son noble époux pourrait séduire des médias friands d'histoires de rédemption. Dörrick refusait de laisser Victoria réécrire l'histoire ou revendiquer le statut de victime pour des choix qu'elle avait fait librement. 2 semaines plus tard, les inquiétudes de Dörrick se sont avérées justifiées. Amy Walsh a appelé pour annoncer une nouvelle inquiétante. Derek Victoria Whitmore est sortie de prison hier. Elle a déjà contacté 3 médias différents pour vous raconter sa véritable histoire, celle du scandale et de son mariage. Quel genre d'histoire vraie? Celle d'une épouse maltraitée, contrôlée par une mère dominatrice et manipulée pour avoir une liaison par un professeur de tennis prédateur. Celle d'une femme qui a passé 2 ans en prison à réfléchir à ses erreurs et qui est maintenant prête à reconstruire sa vie avec l'homme qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. Le rire de Dörrick était glacial. Elle essaie de manipuler l'opinion publique. C'est plus que ça, Derek. Elle a engagé un attaché de presse et un cabinet de gestion de crise. Il ne s'agit pas seulement de réhabilitation. Elle prépare une campagne médiatique complète pour réécrire le récit des événements. Dörrick raccrocha et resta assis tranquillement dans son bureau, réfléchissant aux implications. Victoria tentait un coup audacieux. Elle tentait de se transformer de méchante en victime pour affirmer que ses crimes et ses trahisons étaient le résultat d'abus et de manipulations plutôt que de choix égoïstes. Dörrick s'était bâti pendant 2 ans une réputation de dénonciateur de la corruption et de justiciable. Victoria menaçait maintenant de saper cette réputation en prétendant qu'il était le véritable coupable depuis le début. Mais Victoria avait commis une erreur cruciale. Elle combattait Derek Stone sur son propre terrain, celui de l'opinion publique et de la manipulation médiatique. Et Dörrick était devenu un expert dans ce genre de guerre. Ce soir-là, Dörrick passa une série d'appels téléphoniques, activant un réseau de contacts qu'il s'était constitué au cours des 2 années précédentes, journalistes ayant couvert l'affaire originale, procureurs fédéraux ayant travaillé sur l'affaire, anciens combattants qui comprenaient l'importance de la responsabilité. Si Victoria voulait une guerre médiatique, Dörrick la lui offrirait. Mais cette fois, il avait tous les atouts en main, crédibilité, preuves, soutien du public et 2 ans d'expérience dans la gestion de son image publique. Victoria Whitmore était sur le point d'apprendre que Derek Stone avait évolué depuis leur divorce. L'homme qu'elle tentait de manipuler était bien plus dangereux que le mari qu'elle avait trahi. La bataille finale de leur guerre allait commencer, et Dörrick comptait bien achever ce que Victoria avait commencé une fois pour toutes. Chapitre 9. Le coup final. La campagne médiatique de Victoria fut lancée exactement 1 semaine après sa sortie de prison fédérale. Elle apparut dans un talk show matinal vêtue d'une simple robe bleue. Coiffée de façon classique, elle parlait d'un ton doux et mesuré de son cheminement vers la rédemption et des erreurs qui avaient conduit à son incarcération. Dörrick regardait l'interview depuis son bureau, accompagné de Patricia Voss et d'Amy Walsh. Elles observaient Victoria se dépeindre habilement comme une victime de manipulation psychologique. D'abord par sa mère autoritaire, puis par le prédateur Trevor Ashford, et enfin par un système judiciaire qui n'avait pas reconnu sa victimisation. J'ai été élevé dans un environnement où je n'ai jamais appris à penser par moi-même. Victoria a confié à l'animatrice compatissante, ma mère contrôlait tous les aspects de ma vie, y compris mon mariage. Quand j'ai essayé de trouver un peu d'indépendance, une certaine estime de moi, j'ai fait de mauvais choix. Mais j'étais vulnérable, manipulé par des hommes qui profitaient de ma confusion. L'animatrice a hoché la tête avec compassion. Et votre ex-mari, Derek Stone? Il a été présenté comme le héros de cette histoire, le vétéran décoré qui a dénoncé la corruption. Quel est votre point de vue là-dessus? L'expression de Victoria s'est attristée, vulnérable. Derek est un homme bon, mais il est aussi formé à la guerre psychologique, à recueillir des renseignements et à manipuler les situations à son avantage. Quand notre mariage a traversé une période difficile, au lieu de consulter un psychologue ou d'essayer de trouver une solution, il a utilisé ses compétences pour nous détruire, moi et ma famille. Dörrick a serré les dents en regardant la performance de Victoria. Elle était bonne. Très bonne. Son histoire était conçue pour plaire à tous ceux qui se sont déjà sentis impuissants, à tous ceux qui ont déjà commis des erreurs qu'ils regrettent. Elle réécrit toute l'histoire, a observé Patricia. Se faisant passer pour la victime et vous. La méchante. Amy prenait déjà des notes. Derek, nous devons réagir immédiatement. Si cette histoire prend de l'ampleur, elle pourrait sérieusement nuire à votre réputation et à votre entreprise. Mais Dörrick resta calme, regardant Victoria poursuivre sa performance. Il avait anticipé ce moment, l'avait planifié.
Victoria commettait la même erreur 2 ans plus tôt. Elle le sous-estimait. Laissez-la finir, dit doucement Doric. Laissez-la s'investir pleinement dans son nouveau récit. Au cours des 3 jours suivants, Victoria apparut dans 2 autres émissions de télévision et accorda des interviews à 4 publications différentes. Son histoire resta cohérente. C'était une femme qui avait été contrôlée et manipulée toute sa vie, qui avait commis des erreurs en cherchant son indépendance, et qui avait été détruite par un ex-mari vengeur qui avait utilisé sa formation militaire et ses compétences professionnelles pour orchestrer sa chute. L'histoire prit de l'ampleur. Les réseaux sociaux bourdonnèrent de discussions sur les violences psychologiques conjugales, sur les rapports de force dans les mariages entre hommes forts et femmes protégées, et sur la question de savoir si Derek Stone était allé trop loin dans sa quête de vengeance. Certains groupes d'anciens combattants commencèrent à remettre en question leur soutien à Derek. Les associations de défense des droits des femmes ont commencé à considérer Victoria comme un exemple potentiel de forme subtile de violence conjugale. Les conférences de Derek ont été discrètement annulées et 2 clients importants ont reporté leur contrat, bloquant ainsi l'issue de la controverse. La stratégie de Victoria fonctionnait. Jeudi matin, Doric a tenu une conférence de presse. La participation des médias était importante. Des journalistes de chaînes nationales, des journalistes locaux, des blogueurs et des influenceurs des réseaux sociaux se sont tous réunis dans la salle de conférence du bureau de Doric. Doric est monté sur scène, vêtu de son plus beau costume, son allure militaire évidente, l'air sérieux mais maîtrisé. Il avait tout du vétéran décoré et de l'homme d'affaires prospère qu'il était devenu. Mesdames et messieurs, j'ai convoqué cette conférence de presse pour répondre aux récentes allégations de mon ex-femme, Victoria Whitmore Stone, concernant notre mariage et l'enquête criminelle qui a mené à sa condamnation et à son incarcération. Doric a marqué une pause, laissant les caméras capturer son calme. Madame Stone a affirmé avoir été victime de manipulations psychologiques et de violences conjugales pendant notre mariage. Elle a suggéré que j'utilisais ma formation militaire et mes compétences professionnelles pour la contrôler et, à terme, la détruire. Ces allégations ils étaient sérieux et méritaient une réponse sérieuse. Derek fit un geste vers Patricia Voss, qui lui tendit un épais dossier. Ce dossier contient des documents qui réfuteront toutes les allégations de Madame Stone. Mais avant de présenter ces preuves, je voudrais dire quelques mots sur la nature de la responsabilité et des conséquences. La voix de Doric résonna clairement dans la salle silencieuse. Il y a 2 ans, Madame Stone a participé à un stratagème visant à m'humilier publiquement, à voler mes biens et à détruire ma réputation. Lorsque ce stratagème a échoué, elle et sa mère ont dégénéré en activités criminelles, fraude caritative, blanchiment d'argent et fraude fiscale pour un total de plus de 40 millions de dollars. Il ne s'agissait pas d'erreurs commises par une femme confuse et manipulée. Il s'agissait d'actes criminels délibérés commis par quelqu'un qui pensait que sa richesse et son statut social la plaçaient au-dessus des lois. Derek ouvrit le dossier et commença à afficher des documents sur les écrans derrière lui. Il s'agit de relevés financiers montrant les vols systématiques de Madame Stone auprès de 3 organisations caritatives sur une période de 2 ans. Ces vols avaient commencé avant sa liaison avec Trevor Ashford, contredisant ses affirmations selon lesquelles elle avait été poussée au crime par une confusion émotionnelle. La série de documents suivante apparut à l'écran. Il s'agissait de conversations enregistrées entre Madame Stone et Monsieur Ashford, évoquant leur plan pour manipuler la procédure de divorce afin de maximiser les profits de Madame Stone. Dans ces conversations, Madame Stone fait preuve d'une connaissance approfondie des techniques de fraude financière et de blanchiment d'argent, qu'elle prétend avoir apprises de sa mère. La voix de Doric se fit plus dure. Ces enregistrements contenaient également les propres mots de Madame Stone, me décrivant comme trop confiant et facile à manipuler en raison de mon attitude de scout militaire. Elle et Monsieur Ashford riaient en disant que je n'avais aucune idée de ce qu'ils préparaient. La salle bourdonnait de murmures tandis que les journalistes examinaient les preuves. Derek continuait sans relâche. Mais les preuves les plus accablantes ne sont pas financières, elles sont personnelles. De nouveaux documents apparurent à l'écran, courriels, SMS, publications sur les réseaux sociaux. Ces communications montrent que les liaisons de Madame Stone ne se limitaient pas à Trevor Ashford. Au cours des 3 années de notre mariage, elle a eu des relations intimes avec au moins 6 hommes différents, dont 2 hommes mariés dont les épouses ignorent toujours l'infidélité de leur mari. Le récit soigneusement construit de Victoria s'effondrait en temps réel. Madame Stone s'était présentée comme une femme protégée et manipulée, qui avait commis des erreurs en cherchant son indépendance. Les preuves montrent qu'elle a délibérément trompé plusieurs personnes, volé de l'argent à des associations caritatives venant en aide aux enfants et aux anciens combattants,
et participer à des activités criminelles organisées à des fins personnelles. Le dernier geste de Derrick a été dévastateur. Madame Stone affirme vouloir la réconciliation, avoir passé 2 ans en prison à réfléchir à ses erreurs et être prête à reconstruire notre relation. Mais voici les lettres qu'elle m'a écrites pendant son incarcération, des lettres qui violaient l'ordonnance de protection et ont dû être interceptées par les autorités fédérales. Les images projetées montraient page après page des lettres. De plus en plus obsessionnelles. L'écriture de Victoria devenait plus irrégulière au fil des lettres, ses affirmations plus grandiloquentes, ses menaces plus explicites. Dans ces lettres, Madame Stone n'assume pas la responsabilité de ses crimes. Au contraire, elle me reproche d'avoir détruit sa vie, menace de me faire payer pour ce que j'ai fait à sa famille et décrit des fantasmes élaborés où elle me forcerait à le faire. Admettez la vérité sur notre mariage. Derek a fermé le dossier et s'est retrouvé face aux caméras. Mesdames et messieurs, Victoria Stone n'est pas une victime en quête de rédemption. C'est une criminelle condamnée qui refuse d'assumer la responsabilité de ses actes et qui tente maintenant de manipuler l'opinion publique pour redorer son blason et potentiellement harceler davantage son ex-mari. Les questions ont fusé dans la salle, mais Derrick a levé la main pour exiger le silence. J'ai une dernière déclaration. Madame Stone, si vous nous regardez, sachez que vos tentatives de réécrire l'histoire ont échoué. Les preuves de vos crimes sont accablantes et permanentes. Vos accusations de victimisation sont contredites par vos propres paroles et actes. Votre rêve de réconciliation ne se réalisera jamais. La voix de Derrick portait toute l'autorité de quelqu'un qui a mené et remporté des batailles importantes. Vous m'avez déclaré la guerre il y a 2 ans. J'ai gagné cette guerre de manière décisive et sans appel. Si vous choisissez de poursuivre ce conflit, vous perdrez à nouveau, tout aussi lourdement que la précédente. Je vous suggère de vous concentrer sur la reconstruction de votre vie, loin de Charleston, loin de moi et loin de moi. Derrick a quitté la tribune sans répondre aux questions, mais les preuves qu'il a présentées parlaient d'elles-mêmes. Le soir venu, l'histoire avait complètement changé. Le récit de Victoria, victime, s'est effondré sous le poids des documents, des conversations enregistrées et des preuves de ses intentions criminelles persistantes. Les médias, qui avaient initialement manifesté de la sympathie pour Victoria, la présentaient désormais comme une ancienne détenue manipulatrice cherchant à manipuler le public. Les associations de défense des droits des femmes ont pris leur distance avec son histoire après avoir pris connaissance des preuves de ses multiples liaisons et de ses activités criminelles délibérées. Les organisations d'anciens combattants ont réaffirmé leur soutien à Derek. L'attaché de presse et le cabinet de gestion de crise de Victoria l'ont retiré de sa liste de clients dans les 48 heures. 3 jours plus tard, Derek a reçu un appel de l'inspecteur Morrison. Derek Victoria Stone a été arrêtée ce matin alors qu'elle tentait de pénétrer dans votre quartier. Elle portait une arme de poing et possédait des éléments suggérant qu'elle prévoyait de vous affronter directement. Derek n'a ressenti aucune surprise, seulement une froide satisfaction de savoir que son instinct avait été bon. Quels sont les chefs d'accusation? Violation de l'ordonnance restrictive, possession illégale d'une arme à feu par un criminel condamné et tentative de harcèlement. Compte tenu de ses antécédents criminels, elle encourt une peine de 5 à 10 ans de prison. Derrick raccrocha et resta assis tranquillement dans son bureau. Victoria avait fait son dernier geste, et comme tous ses précédents, il avait été prévisible, imprudent et finalement autodestructeur. Derek Stone avait reconstruit sa vie sur les cendres de sa trahison. Il était devenu célèbre, respecté et puissant comme il ne l'avait jamais imaginé. Il avait dénoncé la corruption, aidé à récupérer des fonds volés et s'était bâti une réputation d'intégrité et de compétence impitoyable. Victoria Whitmore Stone était sortie de prison fédérale pire qu'à son entrée, plus délirante, plus dangereuse, et faisait maintenant face à de nouvelles accusations criminelles qui la maintiendraient incarcérée pour la majeure partie du reste de sa vie. La guerre commencée par la déclaration d'Eleanor Whitmore selon laquelle Derek était un poids mort s'était terminée par la mort d'Eleanor en prison fédérale et le retour de Victoria en prison pour des crimes commis dans sa quête obsessionnelle d'un homme qui ne lui pardonnerait jamais sa trahison. Derek Stone avait accompli quelque chose au-delà de la vengeance. Il avait obtenu justice, alors si complet et si décisif qu'il servirait d'avertissement à quiconque envisagerait de le trahir. Dans les cercles d'élite de Charleston, la réputation de Derrick était désormais inattaquable. Il était l'homme qui avait fait tomber l'une des familles les plus puissantes de la ville, qui avait révélé une corruption massive et qui était ressorti renforcé de chaque tentative de le détruire. Plus important encore, Derrick avait appris la leçon la plus précieuse de toutes, la clémence était souvent confondue avec la faiblesse. Le pardon pouvait être perçu comme une permission de transgresser à nouveau,
et certaines trahisons étaient si fondamentales qu'elles changeaient la nature d'une personne à jamais. Derek Stone ne serait plus jamais le mari confiant qui avait été pris au dépourvu par la trahison. Il était devenu quelqu'un de plus dur, de plus dangereux et, finalement, de plus prospère. Un homme qui n'oubliait jamais, ne pardonnait jamais et ne perdait jamais. La guerre était finie, et Derek Stone avait tout gagné. C'est ici que notre histoire s'achève.